Mais cependant, il faut éviter l'immédiateté, il faut éviter la précipitation et l'inopportunité. Chaque action qui doit être menée doit avoir ces trois éléments. L'immédiateté, c'est quoi? On veut que les va-vite, il y a des films. Chaque chose a un temps. Et il faut que la société civile puisse comprendre cela. Je regrette les agitations de mon ami Yvan, que peut-être que c'est la deuxième fois qu'on vient de se parler, mais quand il est en train de me déduire que je lui ai tiré de sa maison pour la marche, je suis désolé. C'est que c'est ça, au fait, le mal de la politique congolaise. Les politiciens sont des démagogues et ça ne va pas nous aider à changer les choses dans ce pays. Je n'ai jamais manifesté avec lui. On va revenir avec vous. Mais je vais comprendre, Jacques Cizaïra, pourquoi vous ne facilitez pas, comme vient de le dire l'Union sacrée, à la communauté internationale de recueillir d'abord des éléments d'enquête pour enfin permettre au FARDC, parce que votre souci c'est de voir le FARDC occuper ces territoires abandonnés par la M23. Pourquoi vous, acteurs de la société civile, vous ne permettez pas à la communauté internationale de recueillir tous les éléments d'enquête pour enfin mettre la vérité sur la place publique? Bon, je pense que la vérité est connue et qu'on veut juste rester en train d'accepter la distraction de la communauté internationale. C'est quoi cette distraction? Non, la distraction, elle est ouverte. Ça veut dire que lorsque je comprends mon ami parle des réfugiés, des retours des réfugiés, est-ce qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda? Ça, c'est une des questions à se poser. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que nous avons des réfugiés, nous savons tous qu'il y a des réfugiés congolais. À Tchaka, il y a des réfugiés congolais au Kenya, mais ces réfugiés, ils ne veulent même pas rentrer. Ils veulent aller. La question évoquée par Yvan Simouraï ne touche pas à la question des réfugiés, mais il évoque l'aspect de permettre à la communauté internationale d'avoir tous les éléments d'enquête, enfin de mettre la vérité à la place publique. Pourquoi vous, acteurs du mouvement citoyen, vous n'acceptez pas cette démarche? Mais on ne refuse aucune démarche. Parce que pour nous, c'était de nous publier le rapport de Kishiché. Mais si tu vois même le rapport que les Nations Unies sont en train de publier, c'est un rapport biaisé. Parce qu'on a massacré plus de 500 civils à Kishiché. Mais les Nations Unies te parlent des 90, des 100, des 110. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà écouté une condamnation venue des États-Unis ou des Nations Unies de condamner ce qui s'est passé à Kishiché? Mais nous savons tous qu'il y a les abus graves, des violations graves des droits humains que les M23 sont en train de faire sur le terrain. Ils tuent à bout portant. C'est encore par présomption parce que... C'est pas par présomption. C'est clair, il y a des images, il y a des monitorings que nous faisons et nous partageons avec même la BCNIDH. Mais pourquoi ne pas enquêter sur tout ce qui se passe, sur ce que vous estimez être massacre, et enfin faire un rapport de la société civile, ce qui permettrait à la communauté internationale de comprendre certaines choses? Est-ce que les enquêtes sont avant la guerre ou pendant les conflits? Les enquêtes se font avant ou post-conflit? Parce que moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait le retour de la paix. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait faire une enquête indépendante et libre. Si tu envoies quelqu'un à Rutshuru maintenant, l'M23 estime... Même à Kibumba, tu envoies quelqu'un aujourd'hui faire les enquêtes. Ça ne sera pas une enquête libre. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait perdu son frère, il est dans le camp. Il faut qu'il y ait le retour de la paix pour qu'il y ait une enquête indépendante et libre. Pour vous, le retour de la paix suppose le retour aussi des déplacés? Évidemment, c'est ça. Parce que l'M23 estime... On ne pourra pas faire des enquêtes sans que la population ne revienne. C'est au sein de cette population qu'on va retrouver de vraies traces. Une population qui était absente sur le terrain parce que dans... Non, un moment, oui. Mais pendant que le M23 sont entrés, il y avait une population. Et cette population a fui pourquoi? C'est peut-être parce qu'ils ont commencé à tuer et à violer. Et quand ils fouillent, il y a des témoins oculaires qui ont vu et qui savent, tel on l'avait tué, on l'avait jeté dans cette toilette, tel on l'avait tué, on l'avait jeté. Maintenant, pourquoi pas les Kenyans aussi ne pas venir jouer le jeu du Rwanda? Venir chercher les fosses communes, récupérer tous les ossements et les amener pour enfin laisser le terrain libre lorsque les enquêteurs viendront pour ne rien trouver. Et voilà pourquoi lui-même a dit, mon frère Simeraï, les venin qui se trouvent à la quai
C'est cette zone tampon. Et vous, vous avez permis au gouvernement de signer cet accord? On n'a pas permis. J'étais parlé, il y avait des violations graves. Tout ça devrait passer par l'Assemblée nationale. Mais quand on crée la zone tampon, pourquoi pas ne pas, pendant ces temps-là, de la zone tampon, récupérer tous les ossements, parce qu'il n'y a pas un Rwandais, il n'y a pas un Kenyan, un Ougandais. Ils sont tous les mêmes. Et il a dit bien, ils ont commencé leur truc en 2000 ans. Mais comment ils ont précipité que Tshisekedi a intégré EAC? Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a un complot grave. Aucune organisation de la société civile s'est levée pendant que la RDC voulait intégrer l'EAC. Aucune organisation de la société civile s'est levée pour dire non à cette intégration. Aujourd'hui, nous y sommes déjà. Pourquoi de telles déclarations? Non, ça veut dire que pour nous, on avait salué la plupart des acteurs de la société civile parce qu'on ne savait pas ce qui était derrière les têtes de nos voisins. Vous avez failli à votre mission, à votre niveau, il faut le dire. On n'a pas failli à la mission. Non. Et même aujourd'hui, on n'a jamais condamné le président Tshisekedi parce qu'il a ouvert la main à nos voisins. Et ce que nous devons savoir, ils resteront nos voisins éternels. On ne pourra jamais déplacer le Rwanda, on ne pourra jamais déplacer l'Ouganda. Ça veut dire que ils ont compris qu'ils veulent aller au-delà de ce que le président leur a donné. Cela peut fâcher tout le monde. Parce qu'on n'est pas contre le président d'avoir fait ce pas, de tendre la main à ses voisins, et aujourd'hui qu'il les poignarde dans le dos. C'est que nous, tout ce qu'on demande, c'est que notre pays doit quitter d'attendre que la solution du Congo ne viendra que des sommets EAC, sommets SADC. Non, il faut que les Congolais se mettent autour d'une table et décident sur l'avenir du pays. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas quand même faire 2 mètres avec nous s'il y a une bonne gouvernance. C'est aussi une des raisons, la mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays, qui sont à la base même de multiples guerres. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et que c'est là que j'ai dit, la complicité nationale d'abord. Vous gérez un pays comme un club d'amis, à complot, vous laissez tout le monde piller la population, il n'y a pas l'équilibre salarial. Non, je te donne un exemple. Dans un pays, c'est le seul pays au monde où tu es chef de bureau, moi je suis chef de bureau, mais quand on va à la banque toucher notre salaire, toi tu prends 2 millions de francs, moi je prends 200 000 francs. C'est la base même de ces multiples guerres qu'on est en train même de nous faire. On va revenir sur cette question aussi poignante qui est la ligne même de cette émission. Yvan Simouraï, qui représente les sangs des Congolais qui, en tout cas, qui est versé dans une grande partie de la province du Nord Kivu, au-delà de ce que vous avez signé, au-delà de votre bonne foi de vouloir pacifier la zone, le mouvement citoyen n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez donné l'opportunité à cette force de l'EAC d'avoir la suprématie sur les forces démocratiques. Pourquoi vous avez pris une telle initiative qui représente enfin les sangs des Congolais, ces Congolais qui sont en train de voir d'autres personnes être tuées et qui fuient leur village? Vous savez, pour comprendre, il faut aussi accepter à attendre. Si on n'est pas prêt à écouter, alors là, on ne comprendra pas. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner quelques anecdotes. Le Kenya a beaucoup investi ici. La plupart des banques que nous avons ici ont été achetées par les Kenyans. Je ne parlais même pas de la BCDC, je ne parlais même pas d'Equity. Donc, il y a des investissements kenyans qui se trouvent ici en République démocratique du Congo. Au profit des peuples congolais? Bon, Dieu seul sait si les peuples n'en bénéficient pas, mais tout ce que je sais, il y a l'investissement des Kenyans ici. Les gouvernements congolais et l'Union sacrée, nous sommes à une année électorale. Donc, nous avons tout intérêt à présenter un bilan sécuritaire. Donc, le premier bénéficiaire de cette situation, une fois pacifiée, ça doit être d'abord les Kenyans, pour ne pas perdre leurs investissements, et le gouvernement congolais pour avoir un bilan aux élections. Donc, les amis de la société civile ne doivent pas se substituer à des maîtres de l'école pour faire des leçons. Ils doivent comprendre que nous gérons et nous avons peut-être une expérience dans cette matière, que nous pourrons les aider à comprendre pour qu'ensemble que nous puissions mener des actions communes afin que nous aboutissons
à une réalité quelconque que nous sommes en train de rechercher et dans les cadres d'expressis verbis, la paix ou la pacification. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais cependant, vous savez, nous avons le devoir constitutionnel de protéger les peuples congolais, de garantir l'intégrité territoriale. Donc, écoutez qu'un Congolais est tué, que ce soit à Rutshuru, que ce soit ici, à Carmel, en tout cas pour nous, ça doit déjà nous alerter. Voilà pourquoi, lorsque nous avons instauré une mesure exceptionnelle appelée l'état de siège, c'était dans le but d'éradiquer tous les groupes armés négatifs. On s'est rendu compte qu'à une dimension donnée, il y a eu des avancées, mais comme une belle fille ne peut pas manquer des épines, on s'est rendu compte qu'il y a quelques niveaux où la chose n'a pas tenu. Faudra-t-il continuer avec des forcings? Non. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers les alliés qui comprennent peut-être la nécessité de pacifier cette région. Parce qu'au-delà des discours remplis de moqueries, mais qui ont des sens, parce que pour une présidente de la Tanzanie, dire que le Congo c'est un grand marché où ils peuvent déverser leurs bitoki et les restes, moi je pense que c'est vrai. Regardez au niveau de la production. La plupart des denrées consommées au niveau local viennent de nos voisins. C'est là où maintenant j'interpellerai même la conscience de notre société civile. Parce que nous faisons notre part. Mais la société civile ne doit pas se limiter à des marches de déstabilisation. Elle doit aussi faire sa part. Pourquoi ne pas, par exemple, appeler la population congolaise à boycotter les produits qui sont produits par nos partenaires étrangers pour faciliter à ce que quand même que nous ne puissions pas financer la guerre qui est menée ici. Mais ils se taisent. Mais entre temps, mon ami Jacques ici aime beaucoup les ndasi qu'on appelle les bipumba. Pourquoi? Ce ndasi il est produit au Rwanda. Pourquoi? Pendant que nos mamans ici aussi vendent de ces histoires, mais ils n'achètent pas. Ils ne vont plus acheter ces histoires. Oui. Pourquoi vous qui gouvernez, vous n'avez pas cette politique d'aider les Congolais à produire d'eux-mêmes? Vous savez, nous avons cette politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple les zones économiques spéciales qui sont en train d'être instaurées et qui sont en train de marcher. C'est pas les débats. On va non, laissez-moi quand même avancer des arguments, des convictions. Mais cependant, si vous le permettez, aujourd'hui, le climat d'affaires aujourd'hui est apaisé. Il faut quand même l'accepter. Si vous le permettez, vous n'êtes pas d'accord à cette démarche des mouvements citoyens, mais parce que nous sommes en train de parcourir les dernières minutes de cette émission, un message adressé aux mouvements citoyens, aux acteurs de la société civile, qui, à tout moment, alertent pour dire que l'union sacrée, vous prenez une mauvaise direction, il faut faire ça. Quel message il faut lancer aux mouvements citoyens? Non, si c'est dans un sens d'apporter un surplus dans la quête que nous sommes en train de mener, en tout cas, nous les encourageons. Nous ne pouvons pas ravir les gens leurs droits d'opinion. Nous ne pouvons pas les faire. Mais cependant, il faut éviter l'immédiateté, il faut éviter la précipitation et l'inopportunité. Chaque action qui doit être menée doit avoir ces trois éléments. L'immédiateté, c'est quoi? On veut que les va-vite, il y a film. Chaque chose a un temps. Et il faut que la société civile puisse comprendre cela. J'ai préconisé qu'avec la marche qui est prévue pour demain, que la société civile peut-être devait attendre encore 2 ou 3 mois. Après, venir nous dire, mais regardez, vos gens que vous avez amenés ici, ils n'ont rien fait pendant les 4 à 5 mois, mais seulement 2 mois. Même Paris ne s'est pas construit à une seule journée. Donc, il faut que nous puissions laisser le temps au temps et agir. Deuxièmement, l'opportunité. Vous savez, Jacques ici présent, que j'apprécie beaucoup. Un jour, Jacques m'a enlevé chez moi à la maison pour m'amener à la rue afin que je puisse demander avec lui le départ de la MONUSCO. Nous sommes allés avec Jacques et nous avons marché. Et je me rappelle même ces jours-là, nous avons eu des gaz de lacrymogène. Et après, vous avez bloqué, mais jusqu'aujourd'hui, et après, vous avez bloqué les départs. La MONUSCO est toujours là. Et après, vous non, nous, on n'a pas bloqué. C'est pas nous qui bloquons. Les leaders ou les présidents ou les directeurs des institutions de la République ont donné leur point de vue. Vous avez écouté le sénateur Batulukwebo ici, qui a été clair par rapport à cette situation de la MONUSCO. Mais une fois que nous avons enterré nos amis qui étaient tués par la MONUSCO, la société civile est entrée en dormance pour se réveiller encore aujourd'hui
presque une année et demie après, et pour me dire encore, il va, allons dans la rue, cette fois-ci, c'est plus la MONUSCO, c'est l'EAC. Donc, vous savez que l'inopportunité peut nous pousser à faire de mauvaises actions qui ne sont pas adaptées malheureusement à la réalité. D'où, pardon que je puisse citer, nous sommes obligés à nous souder. Je remercie en tout cas les acteurs politiques et les membres de la société civile, en particulier le docteur Denis Mukwege, qui ont dénoncé l'implication du Rwanda dans cette histoire du 1-23. Vous avez vu quand Tshisekedi a parlé, Mukwege a parlé, Mata Tampone a parlé, Shader a parlé, tout le monde a dit c'est le Rwanda. La communauté internationale a dit c'est les Rwandais. Ils ont compris le message. Donc nous devons travailler en commun accord. Ne jouez pas les jeux de l'ennemi parce que ça risquerait de nous être préjudiciable. Ils ont compris le message. Jacques Sinzaïra, pour finir avec vous, d'abord, votre démarche n'est pas bien vue par l'Union sacrée et quelques acteurs politiques. Pourquoi vous invitez la population à marcher pour dénoncer cet état des choses? Et quel message lancez à la population pour finir? En fait, j'aime voir les agitations des politiciens et la démagogie. Je regrette les agitations de mon ami Yvan, qui peut-être que c'est la deuxième fois qu'on vient de se parler, mais quand il est en train de me déduire que je lui ai tiré de sa maison pour la marche, je suis désolé. C'est que c'est ça, en fait, le mal de la politique congolaise. Les politiciens sont démagogues et ça ne va pas nous aider à changer les choses dans ces pays. Je n'ai jamais manifesté avec lui. Il est conscient, il a même peur de sortir de sa maison. Mais après voilà pourquoi il est, je dirais, pite politique. Il change de camp d'ici ou de là parce qu'il veut juste aller là où ça ne marche pas, même si ça ne marche pas, mais qu'il a peur d'être réprimé ou soit. Je vais pas poser ma question dans ce sens, mais je pose la question de savoir, après avoir enterré les personnes victimes de la manifestation contre MONUSCO, la question pour demander le départ de la MONUSCO est restée lettre morte. Non, on a continué les actions. On a continué les actions, et s'il peut dire ça, parce que si on a levé l'embargo, c'est suite à des multiples manifestations que nous avons menées pour demander le départ de la MONUSCO et demander à la MONUSCO ça n'a rien à voir de l'embargo. J'ai aimé bien la question que tu lui as posée, est-ce que la politique, c'est eux qui gouvernent, et c'est eux qui avaient la décision de dire maintenant que ça n'est trop, parce que le gouvernement la démagogie là, ils nous ont dit qu'ils sont parfaitement d'accord avec nous pour le départ de la MONUSCO, ils vont y travailler. C'est ce que je suis en train de dire, que nos gouvernants quittent cette colonisation. Parce que nous sommes encore pris en otage par l'Occident, que nous avons peur, parce qu'on a beaucoup investi en Europe, et on a peur de dire on va geler vos histoires et consorts. Quand juste on intimide nos gouvernants de cette manière-là, et ils ont peur à leur décision pour faire plaisir aux Blancs. C'est ça aujourd'hui le grand problème. Mais la MONUSCO ne nous a rien servi. Et aujourd'hui, la population elle est consciente. Si lui dit que la manifestation anti-MONUSCO n'a pas produit d'effet, c'est bon, je vais bien. On ne s'attaque pas à Yvan Simoret dans cette émission. Non, je dis si l'Union sacrée ou soit, parce que c'est leur honte. C'est eux qui gouvernent le pays et c'est eux qui devraient, parce que nous on a boosté en tant que peuple, il avait maintenant notre bénédiction pour dire à la MONUSCO, merci, 22 ans c'est trop parti. Ils ne l'ont pas fait. Un message adressé à la population. Aujourd'hui, on dit à la population que ce n'est pas les Kenyans ou les Ougandais ou les Sud-Soudanais qui viendront mourir pour nous. Nous avons une seule force, c'est les FRDC. Dans ce Kenya, il n'y a pas un frère Kakule. Dans ce Kenya, il n'y a pas un frère Chilombo. Mais s'il y a des frères qui viennent, les Congolais du sang, ils viennent se battre pour leur patrie. À quoi est-ce que le Kenya a à protéger au Congo? Je pense qu'on se trompe. C'est que le peuple doit s'élever conformément à l'article 64 de la Constitution et demander au président, il a l'obligation de nous amener la paix. S'il échoue, nous devons nous lever tous pour lui demander de démissionner. Et c'est la culture là que les politiciens congolais manquent. Si les choses ne marchent pas, on demande au président Tshisekedi de se lever, de déposer sa démission, mais de demander qu'on passe soit à l'état d'urgence. Mais demain, vous allez exiger quoi, effectivement? Après avoir exigé le départ de la MONUSCO, la MONUSCO est encore là. Demain, vous allez demander quoi? Demain, nous demandons à notre armée, qui est la seule à nous sécuriser, parce qu'on a échangé avec eux, ils nous ont donné la date butoir du 15 janvier, c'est déjà expiré. On veut voir les FARDC attaquer. Et on veut voir le président sortir de sa peau et dire ouvertement qu'on en a marre avec les manipulations occidentales. On s'élève, on applique l'article 63 de la Constitution, on passe à une formation accélérée pour que le peuple se libère.
On ne va pas attendre le salut des Congolais par les Kenyans, par les Sud-Soudanais. Nous seuls, nous devons libérer notre peuple. Nous seuls devons donner une leçon à Kagame. Si cette histoire finit dans le dialogue, ça a été avec Kabila plusieurs fois. Opération Omoja Wetu. Et c'est un autre message au gouvernement congolais. On connaît déjà l'ennemi. Armons des brigades des FDLR qui les attaquent des préfectures au Rwanda, qu'on les dépose aussi un dialogue inter-rwandais. Si les Rwandais disent aujourd'hui viennent chasser les FDLR chez nous, les FDLR sont Rwandais, ils resteront Rwandais. Et ils retourneront chez eux. Qu'on les veuille ou pas. Comme les Rwandais pensent qu'en nous attaquant, ils viendront exterminer les FDLR. Et entre-temps, c'est les Congolais qui perdent. C'est les Congolais qui perdent le vie. Ça veut dire qu'on déclare déjà la guerre contre les Rwandais. Et ça fait une honte quand nous gardons les ennemis redoutables des Rwandais. Et que jusque-là, on continue toujours à aller dorloter la communauté internationale. Que l'FDLR aussi pénètre le Rwanda. Parce que c'est le Congo à ouvrir le couloir. Qu'on voit si les Rwandais pourraient soutenir l'M23 lorsque leur pays sera en train d'être attaqué. Il faut juste qu'on sorte de ce silence-là et de le dire tout haut. Merci beaucoup, Jacques Sinzaïra. Nous vous remercions. Jacques Sinzaïra, des mouvements citoyens, Vinci Moraï du BIREC de l'Union Sacrée, était le désinvité de cette émission. Nous allons donc se mettre debout pour conclure cette émission. Pas d'amis, pas d'ennemis, nous sommes tous Congolais. Ce sont des frères qui étaient en train de parler des questions nationales, des questions d'intérêt national. Merci beaucoup, Yvan Simon Raider, d'avoir répondu présent à notre invitation. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir. Jacques Sinzaïra, moi citoyen, bonne chance pour votre action de demain et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs aussi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour profiter plus de vidéos, plus d'émissions et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.